Bon, ça c'est le nouveau Peugeot i3008 100% électrique, je l'ai eu pendant 4 jours, j'ai fait plus de 1000 km avec. Dans cette vidéo, on va voir les 5 raisons pour lesquelles il faut acheter ou ne pas acheter cette voiture. Vous allez voir, il y a pas mal de choses à voir. Bon, alors on va commencer cette vidéo déjà pour parler donc de ce 3008 et notamment de la construction de la gamme et des choix qui sont proposés. Donc c'est pas vraiment un point positif ni une raison pour laquelle il faut acheter cette voiture, mais je voulais vraiment en parler. Alors qu'est-ce qui est proposé sur ce 3008 au niveau de la gamme? Ici, on a la version de lancement. Donc on a la version 210 chevaux avec la batterie de 73 kWh de capacité. Par la suite, là en 2024-2025, il y aura d'autres versions qui vont arriver. Il y aura une version grande autonomie, 230 chevaux, 98 kWh de batterie, qui offrira sur le papier 700 km. Bon, on les aura pas en vrai, mais ça offrira en gros une excellente autonomie. Par la suite, il y aura une version 4 roues motrices, plus de puissance, 340 chevaux en 4 roues motrices. Pour un usage bien spécifique de montagne, etc., c'est plutôt intéressant. Et pourquoi donc c'est un point positif? C'est que la gamme est vraiment bien construite. Il y en a un petit peu pour tout le monde et la version de lancement est pour moi un petit peu idéale. On a un pack batterie qui est ni petit, ni gigantesque. C'est pas une aberration d'avoir 73 kWh de batterie dans cette voiture. Si on le compare un petit peu à ce qui se fait chez les autres marques, au niveau de la concurrence, par exemple un ID4 ou un Enyaq a une batterie de 77 kWh. Un Scénic, c'est 60 ou 87 kWh de capacité de batterie. Donc clairement Peugeot est dans la moyenne. Et justement, si on parle du Scénic, je trouve que le choix est moins intéressant sur le Scénic, en tout cas en version de base. Puisque la version de base et la version de lancement du Scénic ont une batterie de 60 kWh de capacité. Et finalement, dans un SUV familial, c'est trop peu, malheureusement. Ici, 73 kWh de batterie, ce qui lui offre plus de 500 km d'autonomie WLTP, c'est vraiment plutôt correct. Et pour les usages du quotidien et pour partir en vacances, finalement, on a une plutôt bonne proposition. D'autant plus qu'on pourra ajouter que ce 3008 existe aussi en version 7 places, sous le nom donc 5008, qui est plus long, mais on a 2 vraies places à l'arrière, tandis que sur le Scénic, c'est un petit peu plus compliqué, de tête, il n'y a pas de version 7 places qui existe. Donc voilà, c'est vraiment une bonne proposition, c'est un plutôt bon choix, la gamme est bien construite, bien articulée, et on parlera des tarifs aussi tout à l'heure, Peugeot est clairement dans la moyenne là aussi. Bon, deuxième raison pour laquelle il faut acheter ce i3008, ça sera l'intérieur qui est totalement nouveau dans cette voiture et franchement, c'est très impressionnant. J'avais eu l'occasion de le découvrir un petit peu en statique. Là, je l'ai eu donc pendant plusieurs jours. J'ai eu l'occasion d'apprécier en situation réelle l'intérieur. Et franchement, je dois vous dire que c'est vraiment impressionnant. Déjà, visuellement, il y a un gros gap, il y a un gros pas en avant par rapport au modèle actuel et au reste de la gamme de chez Peugeot. On pourra noter aussi la qualité de fabrication qui est en réel progrès. Et là, on voit aussi que Peugeot monte en gamme. Peugeot veut plus concurrencer les marques traditionnelles. Peugeot veut concurrencer de la marque allemande. On concurrence Audi. Là, clairement, quand on voit la présentation, la qualité de finition, honnêtement, pour moi, on est au-dessus de ce qui est proposé dans un Q4 e-tron. Clairement, les matériaux sont valorisants, c'est bien fait. Même en haut de la planche de bord, c'est moussé, alors que chez beaucoup d'autres marques, c'est du plastique dur. Bon, sur les parties basses, par contre, là, c'est du plastique dur. Mais globalement, le reste est vraiment bien fait. Même au niveau de la série, les sièges, ici, bien entendu, dans cette version GT qui coûte plus de 50 000 €, les sièges sont bien présentés. On a les petits détails dans les appuis-têtes. Vraiment, l'intérieur est vraiment impressionnant. Voilà, j'aurais pas d'autres mots finalement. Vous le verrez bien entendu, on a un nouveau système d'infodivertissement avec une dalle ici flottante, plus les fameux high toggle qu'on retrouve aussi dans la 308 qui sont ici. Alors à savoir qu'ici c'est une version GT. La présentation, on est au maximum de ce qui est proposé. Bien entendu, sur les versions d'entrée de gamme, on n'aura pas cette présentation malheureusement. Vous le verrez aussi qu'on a toujours le fameux iCockpit de chez Peugeot, même s'il est présenté ici sous une autre forme par rapport au modèle actuel et au reste de la gamme. On a toujours le iCockpit, c'est-à-dire que je suis positionné assez bas, le volant est assez bas et finalement le compteur est au-dessus du volant. Ça vous fera penser d'ailleurs à une présentation assez similaire à chez BMW, le fameux écran flottant tout en longueur, ça fait très BMW d'ailleurs. Mais ici on le voit, voilà, le iCockpit, donc ça plaît ou ça ne plaît pas, mais en l'occurrence ici moi j'ai plutôt apprécié l'usage du iCockpit lors de mon essai. Clairement, ça m'a pas posé problème. Bien entendu, selon la morphologie de certains, ça pourra poser problème, notamment sur les personnes qui sont vraiment très grandes. Le volant va toucher les genoux, mais globalement, pour les tailles standards, ça va parfaitement bien fonctionner. Pour le reste de l'infodivertissement, on notera une nouvelle interface avec les nouveaux graphismes. La dalle est de très bonne qualité. On a une nouvelle interface. Bon, on reste sur quelque chose d'assez basique. C'est-à-dire qu'on a des fonctions de base. On pourrait aller beaucoup plus loin. Malheureusement, on reste quand même un cran en dessous de ce qui se fait chez Tesla ou même chez Renault avec le Renault Scénic et l'interface
interface Google Android Automotive. Ici, on reste sur une interface faite maison par Peugeot, mais globalement, ça fonctionne assez bien. C'est assez réactif, assez intéressant et fluide à utiliser. Globalement, la grosse nouveauté aussi, ça sera le planificateur d'itinéraire intégré à la voiture. Donc globalement, lorsque vous voyagez, par exemple, je rentre une destination dans le GPS, par exemple Marseille, vous le voyez, la voiture me propose des arrêts recharge le long de mon trajet. Et ça, c'est pas le cas sur le reste des modèles disponibles chez Peugeot. Donc dans la i308 et la i208, il n'y a pas de planificateur. Ici, il y a un planificateur. On l'a testé encore une fois dans la vidéo Road Trip qui est déjà disponible. Donc allez voir cette vidéo pour plus d'informations là-dessus. Mais globalement, je peux vous dire qu'il est vraiment bien fait, il est fiable et le choix des bornes est pertinent. Avant de passer à la suite, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, cette vidéo va être assez longue, mais le reste de l'ergonomie est quand même plutôt ok. J'avais quelques doutes honnêtement, notamment sur l'intégration des boutons, des high toggle, etc. Mais finalement, en utilisation normale, ça se passe vraiment extrêmement bien. Tous les boutons tombent bien sous la main. On est sur un mélange de tactile, mais aussi un appui physique avec un bouton en dessous. Tout tombe bien sous la main. On trouve rapidement les fonctionnalités, même en usage routier. Donc pas de complications là-dessus. Par contre, la commande de boîte ici, qui est reprise des modèles de chez Stellantis, voilà, ça c'est pas vraiment exceptionnel en termes d'emplacement. Vous le voyez, on aurait aimé un emplacement ici plus classique. Là ici, c'est pas très intuitif. Pareil, le bouton start, ça c'est vraiment dommage sur un véhicule électrique qu'on ait toujours un bouton start comme si on était sur un véhicule thermique, parce que oui, ce véhicule existe aussi en thermique, et oui. Donc c'est pour ça qu'on a tous ces boutons. Finalement, ça permet de faire des économies. On est chez Stellantis, on est habitué. Et un dernier mot quand même sur ce nouveau volant, quand même intéressant. Pareil, là on a de grosses surfaces ici, mi-tactile, mi-bouton. Bon, on n'aime pas, mais le design global du volant un petit peu carré, moi j'aime bien. Personnellement, il se prend vraiment bien en main. Toujours ce petit volant chez Peugeot. Les boutons, personnellement, en usage classique, en usage routier, ça se passe globalement bien. Parfois, il y a des faux positifs, donc on appuie sur certains boutons qu'on ne souhaite pas. Mais globalement, c'est quand même pas trop mal. On a le droit de nouveaux commodos derrière, qui ont un bon ressenti sous le doigt. Ça fait sérieux. Il s'enclenche bien de manière assez dure, assez rigide, donc ça c'est quand même plutôt sympa. On a le droit aussi à des palettes au volant, mais ça on en parlera sur la partie route tout à l'heure. D'ailleurs maintenant on passe sur la route pour parler du troisième point positif de ce Peugeot i3008. Bon les amis, avant de commencer les points positifs sur la route, je voulais parler du sponsor de la vidéo, c'est l'application Mobile N-Charge. L'application Mobile N-Charge, qu'est-ce que c'est? Eh bien elle vous permet, vous en tant qu'utilisateur de voiture électrique, de participer et aider à améliorer l'infrastructure des réseaux de recharge pour les véhicules électriques. Globalement, comment ça se passe? L'application vous permet, lorsque vous rechargez votre voiture électrique sur une station de recharge ultra rapide, vous ouvrez l'application par exemple lorsque vous êtes chez Unity. Vous ouvrez l'application et l'application vous géolocalise sur la station de recharge. La fameuse application N-Charge va vous proposer de réaliser des défis. Mais qu'est-ce que c'est alors ces défis? À quoi ça consiste? Eh bien ça consiste à faire globalement un état des lieux de la station de recharge. Prendre en photo la station, son environnement, les bornes, les connecteurs, etc. Mais dans quel but? Et bien dans le but de faire remonter les problèmes s'il y en a. Vous pouvez l'indiquer dans l'application et ça permet deux choses. Ça permet déjà de prévenir les autres utilisateurs de l'application qui vont être au courant que la station a un problème, ou dans le sens contraire, que la station fonctionne parfaitement bien. Mais c'est surtout l'opérateur de recharge en question qui va être au courant et qui va pouvoir intervenir rapidement sur la station pour pouvoir corriger les éventuels problèmes s'il y en a. Donc vous pouvez réaliser des défis, il y en a un petit peu partout, chez Unity, chez Allego, ça prend quelques minutes. En contrepartie, vous gagnez des kilomètres dans l'application, des kilomètres qui vont s'accumuler et que vous allez pouvoir échanger contre des bons d'achat ou du crédit recharge avec les partenaires qui sont présents dans l'application. Il y en a quand même pas mal. Et pour ceux qui veulent pas forcément réaliser des défis, vous pouvez aussi réaliser des checks. Donc voilà, vous faites un état des lieux de votre recharge. Donc vous avez terminé votre recharge, vous répondez à quelques petites questions, c'est beaucoup plus rapide qu'un défi. Et là, vous gagnez des points dans l'application, encore une fois, qui s'accumulent. Je vous invite à passer via le lien qui est en bas en description pour gagner quelques kilomètres gratuitement via mon code MAXBLD. Donc voilà, c'est plutôt sympa pour commencer à utiliser l'application N-Charge. Nous, on continue avec la suite de la vidéo parce qu'il y a pas mal de choses à voir. Bon, maintenant, on enchaîne avec le troisième point positif à bord de ce 3008. Et le troisième point positif, c'est sur la route, tout comme le quatrième et le cinquième. Mais on va commencer par quoi? On va commencer par le comportement. Alors, quand j'ai pris la voiture, honnêtement, en parc presse et que j'ai commencé à rouler, j'ai été vraiment très agréablement surpris par ce i3008. Honnêtement, et je vais être vraiment franc avec vous, je suis pas payé par Peugeot pour faire cette vidéo, vous le savez, je suis honnête, toujours dans les vidéos. Il y a un gros gap, il y a un gros gain, c'est mieux clairement que les anciens modèles, que les anciennes Peugeot, et c'est mieux aussi que des véhicules concurrents. On n'a jamais été vraiment déçus par l'aspect routier des Peugeot, mais ici on a vraiment un excellent compromis, je trouve, dans cette voiture, qui est à la fois confortable, mais à la fois légèrement ferme, ce qui permet d'avoir le
toucher de route Peugeot assez atypique qu'on retrouve ici dans ce 3008, dans ce i3008. Malgré le fait que la voiture soit lourde, etc., finalement, on ne le ressent pas trop. Et le ressenti est plutôt positif. Vraiment, la voiture est agréable et confortable. En plus de ça, elle se prend bien en main. Ça reste un SUV, elle reste assez volumineuse, longue et assez large d'ailleurs, même assez haute sur pattes. Mais finalement, sur la conduite, ça se passe vraiment bien. Même en usage urbain, etc., la voiture, finalement, malgré sa taille, ses dimensions et son poids, elle se débrouille vraiment bien. Ça passe pas trop de problèmes. Et clairement, ça a été un point positif pour moi. Et c'est un gros avantage de cette voiture. J'ai vraiment apprécié son confort. Vous le voyez ici, la route est un petit peu abîmée. Voilà, on n'est pas cassé. Et combiné au confort des sièges, finalement, ça se passe plutôt bien. Si on le compare au Tesla Model Y, qu'on a comparé aussi sur long trajet avec ce i3008, et clairement, je peux vous dire que le Model Y est vraiment moins confortable, que ce soit en amortissement, aussi au niveau de l'assise, ça n'a rien à voir. Quatrième point positif dans cette voiture, alors c'est un petit point et un gros point pour certains, ça dépendra de votre point de vue. C'est au niveau de la régénération d'énergie. Encore une fois, j'ai essayé pas mal de Peugeot et dans le reste de la gamme chez Peugeot, on a un simple mode B. D'ailleurs, petit rappel, qu'est-ce que c'est le mode B, le mode D, etc. dans une voiture électrique? L'avantage des voitures électriques, c'est quoi? C'est de pouvoir récupérer de l'énergie à la décélération. Donc en gros, on peut rouler quasiment à une seule pédale. Avec certains modèles, on peut rouler complètement avec une seule pédale, comme chez Tesla par exemple, ou avec d'autres modèles qui disposent du mode One Pedal qui permet donc de rouler avec une seule pédale, la pédale d'accélérateur. Ici, en l'occurrence, on n'a pas de mode One Pedal, mais on n'a plus de mode B non plus. En gros, maintenant, ce qu'on a, c'est qu'on a des palettes au volant. Et je sais qu'il y a une grosse partie d'entre vous qui apprécie les palettes au volant. On en retrouve aussi chez Renault avec la Mégane. On en retrouve aussi chez Hyundai, donc le Kona, la Ioniq 6, etc. Et on en retrouve ici maintenant aussi chez Peugeot. Ça, c'est cool. C'est cool pourquoi? C'est-à-dire qu'on a 3 niveaux de régénération et ces 3 niveaux qui sont vraiment bien marqués. On ressent le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3 qui sont vraiment forts. Vous le voyez, ça va pas jusqu'à l'arrêt. Il faudra finir au frein. Donc, on se rapproche un petit peu de la conduite d'une voiture thermique avec le mode rampage. Ici, pas de mode One Pedal. C'est peut-être un petit peu dommage pour certains. Moi, je trouve que c'est pas forcément une raison et un critère de non-achat, on s'en fout un petit peu. C'est plus cool, effectivement, en termes d'usage, notamment urbain. Mais ici, voilà, faudra finir le freinage au pied, c'est pas dramatique. On aurait aimé un mode roue libre en mode 0, finalement, en mode régénération au minimum. Ici, c'est pas le cas, on n'a pas de mode roue libre. Donc, on pourra pas optimiser vraiment très très finement l'énergie à bord de la voiture, mais c'est quand même cool et c'est vraiment une nouveauté plutôt intéressante. Merci Peugeot d'avoir pensé à ça. C'est pour ça que je le mets dans les points positifs. Bon, 5e point positif, et là, pour le coup, c'est une vraie surprise. C'est une vraie surprise, pourquoi? Parce que les consommations lors de mon essai ont été vraiment plutôt bonnes. Et il faut avouer que ce 3008 est plutôt sobre lorsque les conditions sont plutôt clémentes. Et c'est pour ça que je tiens à préciser ça. Moi, lors de mon essai, qui a duré seulement 4 jours, j'ai eu des conditions vraiment idéales, des conditions météo vraiment bonnes. Globalement, les consommations que j'ai eues, qu'est-ce que ça donne finalement? Je vais vous les donner en direct. En mixte, globalement, j'ai eu 16,7 kWh au sein de consommation. C'est vraiment du mixte, là je ne triche pas. En usage vraiment normal, je ne l'ai pas ménagé cette voiture, vraiment. Mais 16,7 kWh au 100, il faut avouer que c'est vraiment bon, c'est vraiment pas mal. Et on peut descendre même en dessous, on peut descendre facilement même en dessous. Moi j'ai réussi à avoir 15 kWh au 100 assez facilement d'ailleurs avec la voiture. Encore une fois, avec les palettes, etc., on peut optimiser la conso. Et finalement, pour un SUV de ce gabarit-là, de cette taille-là, de ce poids-là, c'est vraiment pas mal du tout. Bon, certes, un modèle Y sera plus efficient, faut être honnête là-dessus. Mais pour un SUV 100% électrique, voilà, c'est pas mal. Et finalement, le coût à l'usage n'est pas si important lorsqu'on recharge chez soi ou sur des réseaux de recharge accessibles. Pour vous donner une idée, avec cette consommation-là de 16,7 kWh 100, ça nous offre plus de 400 km d'autonomie en réel quand même. C'est pas mal. Faudra dire qu'en hiver, vraiment, si on a un hiver assez rude, faudra tabler plus sur 300-350, mais c'est vraiment pas mal. Peugeot est dans la course, Peugeot est dans la moyenne, et finalement, un Tesla Model Y ne fera pas réellement mieux, puisqu'il a une batterie plus petite. En usage autoroutier, là, c'est assez différent. Il faut être honnête que la voiture consomme plus, mais c'est tout à fait normal. Mais nous, encore une fois, lors de notre essai, la voiture s'est montrée plutôt raisonnable. On n'a pas eu des consommations vraiment déconnantes. On était globalement à 23-24 kWh au 100, voire même un peu moins parfois, en usage autoroutier, à 130 km/h, à 2 dans la voiture, vraiment en usage normal, on ne se limite pas. Ça reste élevé, bien entendu, un modèle Y fait mieux, mais moi je m'attendais à avoir beaucoup plus. Alors attention quand même, prenons un petit peu de distance avec ces résultats-là. Encore une fois, les conditions étaient plutôt bonnes. On voit que s'il y a du vent ou s'il fait froid, en usage vraiment hivernal, on n'aura pas ces consommations-là. Il faut être honnête qu'à mon avis, ça risque de monter facilement
à 25, 26, voire plus kWh au 100. Moi, j'ai eu des collègues qui ont eu 28 kWh au 100. Mais moi, si je prends mon expérience au global, eh ben, je peux dire que j'ai eu des plutôt bonnes consommations. Et ce qui nous donnera, et nous, c'est ce qu'on a eu, 307 km d'autonomie sur autoroute en une seule charge, sur une plage de 99 à 7% de batterie. Voilà. Et globalement, entre chaque recharge, il faudra tabler sur 270-280 km au maximum. Ça vous offrira en gros plus de 2 heures de roulage. Et c'est ça qui est important finalement, c'est de pouvoir rouler 2 heures. C'est les préconisations de la sécurité routière. Donc voilà, faut pas trop jouer avec ça. 2 heures de roulage, personnellement moi j'en ai déjà un petit peu marre, donc je suis content de m'arrêter. Et cette voiture permet de rouler 2 heures. Avant de parler du reste des points positifs à bord de ce 3008, petit aparté quand même sur les aides à la conduite. C'est vrai que, bon, j'ai oublié de le mettre, je vous l'avoue, dans mon petit script, mais du coup j'en parle maintenant, ça sera un point bonus. Voilà, ça sera 6 points positifs et 5 points négatifs. Globalement, qu'est-ce que ça donne? Ici, j'ai le Drive Assist, donc chez Peugeot, c'est-à-dire que mon modèle a vraiment toutes les options, donc j'ai vraiment toutes les aides à la conduite, tous les packs d'options, etc. Ma version coûte plus de 50 000 €, donc voilà, c'est cher. Globalement, les aides à la conduite sont vraiment efficaces. Encore une fois, c'est bien. Il y a eu du travail aussi là-dessus. J'ai l'impression que c'est plus efficace que le reste de la gamme chez Peugeot. Ici, on a vraiment des aides à la conduite qui sont efficaces. C'est-à-dire qu'on a le maintien de voie. Sur autoroute, il est encore une fois plutôt en fait juste efficace, il n'y aura pas d'autre mot, il est efficace, il est bien au milieu de la voie, il n'y a pas du tout d'effet ping-pong entre les lignes. Clairement, on a confiance dans le système. En plus, on a un volant capacitif, donc à aucun moment quasiment j'ai eu des alertes me disant ouais, mets tes mains sur le volant, etc. On n'a pas du tout ce type d'alerte. Il suffit juste de poser la main, la voiture sait que vous êtes là. Aussi, on n'a plus le petit satellite derrière le volant pour régler les aides à la conduite. Maintenant, tout se passe sur le volant. C'est efficace, un seul bouton finalement. Plus, moins, on peut gérer limiteur, drive assist ou régulateur de vitesse classique. Il est adaptatif, on peut régler la distance avec le véhicule de devant. Bon voilà, c'est un maintien de voie classique, mais il est efficace. Et en plus, il marche aussi sur route secondaire. Donc sur nationale et départementale, bon, c'est pas son usage premier, il n'est pas vraiment fait pour ça, mais ça fonctionne. On gardera toujours une attention sur la route, attention à ne pas quitter les yeux, etc. Mais c'est efficace, ça fonctionne. Donc très clairement, c'est validé. Autre parenthèse aussi, vous le savez maintenant dans les véhicules en 2024, on a aussi les bips de survitesse, les bips d'attention qui vous disent attention, surveillez votre attention, arrêtez de regarder autre part que la route. Finalement ici, c'est plutôt bien géré aussi, puisqu'on n'a pas d'alerte d'attention. C'est-à-dire que si je quitte la route des yeux, la voiture ne va pas me dire attention, remets tes yeux sur la route, regarde la route. Elle ne met pas de message comme ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, on a toujours l'alerte de survitesse, mais elle est assez discrète. Elle se déconnecte assez facilement via les high toggle en allant à ADAS et en coupant l'alerte de vitesse excessive. Voilà, ça fait quelques manipulations qu'il faut faire à chaque redémarrage de la voiture. Ça, c'est relou. Mais malheureusement, c'est les lois. Ce sont nos politiques qui décident ça. Donc merci nos politiques. Ça fait vachement plaisir d'avoir ce genre de petits gadgets. Putain, je donne que des points positifs dans cette Peugeot là. Les gens vont dire que je suis payé, que je suis totalement fou. Que normalement je suis dur avec Peugeot. Bon, première raison de ne pas acheter ce nouveau i3008. Est-ce que ça serait pas son design? Alors très clairement, quand on le voit en photo, en vidéo, et même moi quand je l'ai vu en photo, en vidéo pour la première fois, j'ai pas vraiment été convaincu. Il y a quand même un problème, je trouve, dans le design, dans les formes, dans les proportions de la voiture. Néanmoins, en le voyant en vrai, finalement, à la lumière extérieure, dans la rue, et comme ici, là, par exemple, dans un parc, finalement, ça se passe quand même globalement bien. On voit que la voiture est assez jolie, avec les belles couleurs, les belles jantes, etc. Mais je trouve que le design est trop clivant et finalement par rapport à un Scénic ou un autre modèle comme un ID4, un Q4, etc. Ces autres modèles sont plus équilibrés au niveau du design et ici beaucoup de gens vont être rebutés justement par le design du 3008 qui est trop spécial. Bien entendu le design c'est une affaire de goût, je pense que malgré tout on va s'y habituer et que la voiture va bien se vendre. C'est déjà arrivé avec d'autres voitures qu'on trouvait horribles à la sortie et finalement on s'est un petit peu habitué. Là c'est pareil, le design n'est pas moche mais c'est juste un petit peu spécial, un petit peu atypique et finalement je pense qu'avec le temps ça va bien se passer. Donc deuxième raison pour laquelle il ne faut pas acheter ce Peugeot i3008, on est toujours à l'intérieur et je voulais parler de l'espace à bord qui finalement est vraiment décevant pour un véhicule familial. Je m'explique, globalement à l'avant ça se passe quand même assez bien, que ce soit pour le conducteur ou pour le passager. Moi, je suis pas très grand donc ça passe pas problème. Par contre, pour les personnes qui font 1m80 ou plus, il va falloir reculer le siège assez loin. Siège qui d'ailleurs n'est pas électrique.
Alors je ne sais pas si c'est parce qu'on est sur un modèle de lancement, mais ne pas avoir de fauteuil, de siège électrique dans un véhicule à 50 000 € alors que la 208 propose des fauteuils électriques sur la version GT, ici c'est un peu une aberration. Mais bref, continuons. Si vous êtes grand, vous allez devoir reculer le siège assez loin. Le problème, c'est que derrière, il n'y aura plus de place finalement pour les passagers. Ou alors pour mettre des sièges auto, des sièges pour les enfants, ça va être vraiment compliqué. Il va falloir un petit peu se contorsionner. C'est dommage pour un véhicule familial comme le 3008. Pour ça, pour avoir plus d'espace, il faudra aller sur la version 5008. Mais beaucoup plus cher, beaucoup plus grand. Donc voilà, ça ne correspondra pas à tout le monde. Ici, finalement, on est un peu sur un gros 2008. Malgré le volume, la taille de la voiture, on reste un petit peu sur un gros 2008, voilà, l'espace n'est pas fou. Pourtant, Peugeot a fait quand même pas mal de boulot au niveau de la garde au toit, puisqu'on est sur un SUV coupé, mais la coupe arrive derrière la custode, donc finalement, on ne perd pas d'espace à la tête. Pareil au niveau du coffre, le coffre c'est plutôt bon, mais sans être non plus révolutionnaire, Clairement, un modèle Y fera mieux. On n'a pas non plus de frunk à l'avant, c'est dommage. On est sur un véhicule électrique, mais il n'y a pas de rangement à l'avant. À l'arrière, pas vraiment de double fond, il y en a un, mais il n'est pas vraiment gigantesque. Encore une fois, le modèle Y là-dessus est quand même bien plus intéressant, même si le modèle Y est bien plus long aussi. Bon, on continue ces points négatifs et maintenant on va continuer donc sur la route. Qu'est-ce que ça donne? Quels sont finalement les points négatifs sur la route avec ce i3008? Encore une fois, j'ai dû chercher un petit peu, ce ne sont pas de gros points négatifs à bord de cette voiture, mais globalement, le premier point négatif sur la route, ça sera quoi? Ça sera le fait que cette voiture n'est pas vraiment dynamique. C'est un petit peu décevant. Clairement, le modèle Y fait mieux en termes de dynamisme, de reprise aussi. Ici, on a 210 chevaux. Pour un véhicule de ce gabarit-là, de ce poids-là, c'est assez limite. D'autant plus que les 210 chevaux sont accessibles et disponibles uniquement en mode sport. Sauf qu'on roule jamais en mode sport au quotidien. On roule en mode normal. Et en mode normal, on a un petit peu moins de puissance. Je suis sûr qu'on a même moins de 200 chevaux. C'est parti, 3, 2, 1. Bon, c'est pas fou, 210 chevaux, il fait 2 tonnes 1. Bon, ça marche quand même parce que c'est électrique, regardez. Hop, là je suis à 100. Donc voilà, clairement, c'est pas hyper puissant. Donc clairement, c'est un petit peu décevant. En voiture électrique, on aime avoir de la puissance sous le pied, on aime avoir de bonnes reprises. Là, on en a un petit peu moins. C'est un petit peu un veau. Bon, ça avance quand même, Mais clairement, les départs, le 0 à 100, etc. ne sont pas fulgurants. Ici, par exemple, dans un col de montagne ou dans une route un petit peu en montée, bon voilà, on ne sera pas au top de la forme. Il y aura des versions plus puissantes, on aura la version 230 chevaux avec le gros pack batterie. On aura la version 4 roues motrices qui fera, si je ne m'abuse, 320 chevaux. Donc ça sera mieux, mais globalement ici, dans cette version 210 chevaux, il ne faudra pas chercher de dynamisme. Même si la voiture et le toucher de route sont plutôt sympas, c'est pas dynamique, voilà, c'est pas une voiture sportive. Ce qui me permet de rajouter en aparté directement que même dans les virages, etc., la voiture, bon ça tient bien la route, mais attention, les pneus sont rapidement dépassés, ça crisse assez rapidement. Encore une fois, elle est haute, elle est lourde, il y a de l'inertie à bord de la voiture, donc voilà, encore une fois, c'est pas du tout sportif. Bon, pour le reste, clairement, j'ai pas trouvé d'autres points négatifs, donc je vais pas m'étaler là-dessus. Par contre, j'en ai un autre, et pour ça, on va aller sur une station de recharge pour en parler. Bon, quatrième point négatif sur ce nouveau Peugeot i3008 et pour ça on est sur le superchargeur de Dunkerque qu'on connaît très très bien. La recharge ultra rapide est selon moi un point négatif de cette voiture. En tout cas c'est moyen pour un véhicule familial qui se veut quand même être un minimum polyvalent, notamment sur nos trajets sur autoroute. Ici la voiture propose 160 kW en courant continu. Par exemple, un modèle Y de Tesla, c'est 170 kW. Ici, on voit 160, c'est pas exceptionnel. On aurait aimé avoir au moins 200 kW quand même, surtout avec un pack batterie aussi gros comme le i3008. En l'occurrence ici, 160 kW. Il faudra tabler sur des arrêts recharge d'environ 30 à 35 minutes, voire même plus sur long trajet. Finalement, nous, sur notre trip, on a fait un arrêt recharge de 45 minutes pour récupérer 60 kWh dans la batterie, ce qui nous permet de rouler quand même bien plus de 2 heures. Mais quand même, c'est assez moyen. D'autant plus que la puissance n'arrive pas tout de suite et finalement, elle s'effondre aussi rapidement. La courbe n'est pas exceptionnelle et on tombe rapidement à 60, voire même 50 kW de puissance de recharge une fois qu'on a dépassé 50-60% de batterie. Inutile de vous dire aussi qu'au-delà de 80% de batterie, c'est mort, faut partir, puisque clairement les puissances de recharge s'écroulent. D'autant plus, et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre la recharge dans les points négatifs, on n'a pas de préconditionnement de batterie. Surtout quand on regarde la concurrence, un Scénic et un modèle Y ont du préconditionnement de batterie. Donc ce qui va poser problème, c'est surtout en usage hivernal. Là, durant mon essai, on a vraiment eu de bonnes températures, 15-16 degrés, voire plus. Mais en usage hivernal, lorsqu'il fera 0 degré par exemple, ça va vraiment être très très compliqué, je pense. Et les puissances de recharge vont être vraiment très mauvaises. En tout cas, c'est ce que je prédis.
Bon, petite précision d'ailleurs au sujet de la batterie, il faut savoir que les premiers modèles de i3008 sont livrés avec des batteries BYD, c'est le cas de notre modèle d'essai. Mais à savoir que ça va pas vraiment durer, puisque les prochains modèles, les modèles qui seront certainement peut-être livrés aux clients dans les semaines, dans les mois à venir, seront livrés avec des batteries ACC. C'est donc un autre fournisseur des batteries françaises faites dans le nord de la France. Donc c'est pas impossible que finalement la recharge devienne un point positif de ce i3008 avec une meilleure courbe et une meilleure puissance. C'est pour ça qu'il faut rester bien attentif là-dessus. Par contre, un point positif au niveau de la recharge quand même, puisqu'il faut en parler, la recharge en courant alternatif c'est pas mal du tout. Là encore une fois, un bon choix de la part de Peugeot qui s'aligne sur Renault, puisqu'on a 11 ou 22 kW en option. C'est fini le 7 kW chez Peugeot. Maintenant c'est 11 ou 22 kW, tandis qu'un Tesla Model Y, si on le compare un petit peu, lui c'est 11 kW au maximum. Ce qui fait qu'ici, en 22 kW, ça permettra de recharger la batterie quand même 2 fois plus rapidement en courant alternatif sur une borne de recharge, bien entendu 22 kW. Bon, maintenant parlons des tarifs et ce sera le dernier point négatif. Et systématiquement dans ce format essai, c'est toujours un point négatif, vous le savez, les voitures sont chères, les voitures électriques sont chères et c'est toujours le cas de ce i3008. On va aussi le comparer à la concurrence. Quel est le prix de ce i3008? Alors il commence au prix de 44 990 €, ça c'est le prix hors bonus puisque cette voiture est fabriquée en France. Et c'est bizarre parce que si on va sur le site de Tesla et qu'on regarde le modèle Y, le modèle Y est exactement au même prix à l'euro près. Attention quand même, nuance, ici c'est une version GT et la version GT qui est full équipée ici ne coûte pas ce prix-là. Bien entendu, ici on dépasse les 50 000 €. Si on prend le 3008 de base et le modèle Y est plus intéressant financièrement puisqu'il est bien plus équipé en version de base. Pour avoir le même niveau d'équipement sur le 3008, il faudra rajouter des options et du coup là on dépassera le prix du modèle Y. Si on parle du concurrent français, le concurrent français c'est quoi? C'est le Renault Scénic. Le Renault Scénic débute à 39 990 €, il est aussi fabriqué en France, donc on a aussi le bonus écologique. Donc là on se dit, waouh, le Scénic est bien plus intéressant. Mais attention, le Scénic a une batterie de 60 kWh dans sa version de base, donc il aura moins d'autonomie. Si vous voulez un Renault Scénic équivalent à ce i3008, il faudra aller sur le Renault Scénic 87 kWh. Du coup, il aura plus d'autonomie que ce i3008 73 kWh. Je sais pas si vous me suivez toujours, c'est un petit peu le bazar. Le prix 42 990 € pour le Scénic. Donc le Scénic atomise le i3008 sur la partie des tarifs. Et ben oui, le Scénic est moins cher. On a un intérieur qui est aussi sympathique puisqu'on a Google Android Automotive. On a un design qui je trouve est plus sympathique. Maintenant reste à voir l'autonomie réelle, les consommations et bien entendu la recharge. Pour ça, abonnez-vous à la chaîne puisque l'essai du Scénic arrivera d'ici quelques semaines. Donc voilà, ce i3008 coûte cher. Bien entendu, il faudra voir les versions de base. Ici, c'est une version GT. On verra les versions Allure par la suite. J'essaierai de vous le présenter sur la chaîne quand celui-ci sera disponible à l'essai. Donc encore une fois, abonnez-vous, c'est super important, abonnez-vous. Donc voilà, c'est tout pour la partie des tarifs, c'est tout aussi pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, pour terminer, un mot sur le 3008. J'ai été globalement surpris, globalement conquis aussi par la voiture. C'est une bonne surprise, j'en attendais pas autant, je m'attendais vraiment à avoir un produit vraiment décevant, un peu rincé, mais en l'occurrence c'est pas le cas. Néanmoins, on le précisera, la voiture risque d'être rapidement dépassée au niveau de ses performances, son autonomie, sa recharge. Voilà, il risque d'être rapidement dépassé dans les 2-3 ans, 4-5 ans aussi à venir. Donc on verra ce que ça va donner, on espère quand même que Peugeot suivra et fera évoluer la voiture avec le temps. On verra, mais en tout cas à ce jour, ça reste malgré tout une plutôt bonne proposition, fabriquée en France, made in France, donc ça c'est quand même plutôt sympathique, faut le noter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Max BLD et moi je vous dis à la prochaine. Encore une fois, abonnez-vous. Ciao!